ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, président des cérémonies Jeanne d'Arc. Monsieur le maire de Rouen, Madame la ministre, Madame la préfète, Messieurs les archevêques, Monsieur le président du comité rouennais d'hommage à Jeanne d'Arc, Mesdames et Messieurs les élus, représentants des autorités civiles, militaires, religieuses, Mesdames et Messieurs, chers amis. En cette année 1431, le 30 mai tombait un mercredi. Le matin, Jeanne d'Arc, 19 ans, est conduite de la prison où elle est détenue depuis plus de 5 mois vers la place du Vieux Marché, où nous nous trouvions tout à l'heure, à quelques centaines de mètres d'ici, pour y être brûlée vivante. On décrit souvent Jeanne comme prête à tout affronter. Mais en ce matin du 30 mai, elle connaît la souffrance épouvantable qui va lui être infligée et elle a peur. La charrette où elle est enchaînée et l'escorte qui l'accompagne arrivent sur les lieux du supplice. La foule est dense, l'échafaud est haut, très haut, construit d'une montagne de fagots entassés sur une estrade de bois plâtré pour que, selon les récits contemporains, je cite, elle fut bien brûlée vive et que, dominant le cercle des lances et des épées, elle put être observée de toute la place. Son corps doit brûler lentement, complètement, puisqu'elle a été déclarée, je cite toujours, hérétique, relapse, apostate et idolâtre. Le docteur en théologie, Nicolas Milly, commence à en parler. Puis Cauchon, le fameux évêque de Beauvais, prend la parole. Dès l'origine, Cauchon a choisi le parti des Anglo-Bourguignons contre les Armagnacs et contre Charles VII. Avant le procès de Jeanne, il s'est rendu en Angleterre pour chercher des fonds afin de renforcer les opérations militaires. Pendant le procès, en dialecticien habile, il a sans cesse cherché à pousser Jeanne à la faute et mobiliser le droit contre la justice. Parlons clair, Cauchon est un collaborateur. Cauchon est un collabo. Les paroles qu'il prononce donnent le ton de son prêche. « Jeanne », s'exclame-t-il, « membre pourri dont nous voulons empêcher que l'infection ne se communique aux autres membres. Membre de Satan, infecté de la lèpre de l'hérésie. Mortelle vipère, dans le sein de l'Église, il faut te retrancher de son corps. » Le bourreau, du nom de Geoffroy Terrage, se saisit de Jeanne pour l'attacher à un pieu. Elle demande une croix qu'elle veut placer contre sa poitrine. Elle invoque Saint Michel et Sainte Catherine. Terrage allume le bûcher. Jeanne crie « Jésus, Jésus, Jésus !» Le bourreau ne fait strictement rien pour abréger ses souffrances. Les flammes entourent Jeanne, elles la lèchent, elles la tordent, elles la mordent, elles la déchirent, mais ce n'est pas encore assez.
Le bailli de Rouen demande qu'on puisse vérifier que c'est bien elle qui brûle là-haut et qu'elle est une femme. Voici le récit dressé par le journal du bourgeois de Paris. Je cite: « Le feu est tiré en arrière, et la pucelle fut vue de tout le peuple, toute nue, et tous les secrets qui doivent être en femme pour ôter les doutes du peuple. Et quand ils l'eurent assez et à leur gré vue toute morte, liée au pieu, le bourreau remit le feu grand sur sa pauvre charogne. » Charogne. C'est ce même mot qu'utilise 5 siècles plus tard Albert Camus pour décrire le chien galeux d'un des voisins de l'étranger, Meursault. Charogne. Pendant plusieurs heures, le brasier est entretenu à grand feu, l'odeur est devenue pestilentielle, les chairs sont noires, et cependant, au milieu des décombres, le cœur de Jeanne a résisté au brasier, ainsi que ses entrailles. Ordre est donné qu'on jette tout à la Seine pour que rien, absolument rien, ne puisse demeurer d'elle. Voilà. Loin des images touchantes et adoucies, souvent reproduites dans nos écoles et dans nos livres, c'est donc une cruauté à la fois délibérée et bestiale qui accompagne le long supplice d'une si courte vie. Une vie terrestre qui concentre à l'état pur les thèmes universels de sa vie posthume. La jeunesse, la profondeur de la foi, le courage, la femme, la guerre, la résistance, l'oppression, le patriotisme, le martyre et l'injustice. Oui, ils ont voulu transformer Jeanne d'Arc en une charogne, mais la barbarie de sa mort a renforcé le sens et la résonance de sa vie. Sa courte vie terrestre, c'est donc autour de ces lieux-ci qu'elle s'est achevée. Jeanne a d'ailleurs semblé mettre en accusation, ou au moins en garde, le peuple de Rouen. « Rouen, Rouen, s'écrie-t-elle, j'ai grand peur que tu m'aies à souffrir de ma mort. » C'est bien dans notre belle ville de Rouen, qui aujourd'hui lui rend sincèrement et unanimement hommage, qu'elle a connu prison, procès, puis supplice. 12 années plus tôt, Henri V avait obtenu la reddition de Rouen. 2 ans après, son fils Henri VI, roi de France et d'Angleterre, lui succède, et c'est son oncle Jean, duc de Bedford, qui devient régent de la France anglaise, dont Rouen. Lorsque Henri VI décide de visiter son royaume de France, c'est vers Rouen qu'il se dirige, Rouen qui, selon les récits du temps, l'accueille triomphalement le 29 juillet 1430. Dans ce contexte, une fois livrée aux Anglais, et puisque Charles VII décidément ne faisait rien pour elle, il était logique que Jeanne fût transférée pour son procès dans cette ville, où étaient réunis notamment Henri VI, Bedford et Cauchon. On sait peu de choses sur l'attitude réelle des Rouennais envers Jeanne. La plupart ne connaissaient pas les détails du procès. Certains éprouvaient sans doute de la pitié. En tout cas, aucun mouvement de foule contre les Anglais ne fut enregistré au moment du supplice. C'est seulement plus tard, à mesure que les esprits évoluaient,
que des soulèvements se produisirent, au point que lors du procès en révision de Jeanne d'Arc en 1456, la population normande, y compris Rouen, était devenue majoritairement hostile aux occupants anglais. Là aussi, il faut être clair, Rouen a mis un certain temps à se repentir et à devenir un haut lieu du culte joannique. Aujourd'hui, Rouen revendique Jeanne comme son héroïne et lui porte admiration et reconnaissance profonde. L'épopée de Jeanne se lit dans plusieurs lieux rouennais, le donjon où elle fut menacée de torture, l'abbatiale Saint-Ouen dont le cimetière est le lieu où elle abjura, l'archevêché avec les vestiges de la salle de l'officialité où furent prononcées sa condamnation puis son procès en révision, la place du Vieux Marché et enfin la portion de Seine où furent jetées ses ultimes traces. Les présentes cérémonies illustrent notre volonté de rappeler, de célébrer, de méditer Jeanne, comme y contribuent aussi plusieurs initiatives rouennaises auxquelles j'ai eu le bonheur de pouvoir contribuer. L'historial Jeanne d'Arc, en un an, a déjà accueilli près d'une centaine de milliers de visiteurs pour leur faire partager l'histoire de Jeanne et l'histoire de son histoire, et depuis aujourd'hui même, le superbe panorama de Rouen en 1431 qui recrée mieux que tout discours le cadre dans lequel notre héroïne termina sa courte vie terrestre avant d'entamer sa longue vie posthume. Au cours de cette vie posthume, le personnage de Jeanne a tout connu. Le meilleur, grâce aux travaux d'historiens éclairant son parcours, son époque, sa postérité, grâce aussi aux œuvres de multiples écrivains, cinéastes, artistes, français et étrangers, grâce enfin à l'expression forte de certains responsables à haute vision. Tout cela ont montré que le sérieux et le talent n'excluent pas la ferveur. Ces travaux se prolongent aujourd'hui sur tous les continents à travers les recherches de spécialistes joanniques que je veux saluer. Mais la mémoire de Jeanne, au cours des siècles, a aussi connu le pire. Le pire, je le dis en souriant, dans la géographie. Avec, par exemple, au XVIIe siècle, Jean Chapelain, qui compose en 1200 vers un panégyrique de Jeanne à ce point écrasant que pour Quicherat, le plus grand spécialiste de Jeanne, ce poème, je cite, fut aussi funeste pour sa mémoire qu'un second procès de condamnation. En sens inverse, Voltaire, aveuglé par son anticléricalisme, commet au siècle suivant la lamentable charge de la pucelle où, dans sa version la plus trash, il décrit la passion amoureuse envers Jeanne de son âne, je dis bien de son âne, et résume son jugement dans le dictionnaire philosophique par ces deux mots, malheureuse idiote. Son ouvrage connut tout de même 125 éditions entre 1755 et 1835. Comme quoi, on peut être un grand esprit et proférer de grandes bêtises. En réalité, chaque période de notre histoire a connu son incidence, sa correspondance, son exploitation joannique. Aux controverses sur la vie même de Jeanne se sont ajoutées et mêlées des controverses de et sur chaque époque qui ont, ces controverses, utilisé la vie de Jeanne. C'est vrai de la Révolution française, qui aurait pu se mobiliser encore davantage pour Jeanne si l'origine populaire de notre héroïne n'avait été oblitérée, en particulier par le contexte religieux et monarchique de son parcours.
C'est vrai de la période napoléonienne qui retrouve autour de Jeanne l'écho de l'affrontement fondamental franco-anglais. Le régime de 1815, en quête de légitimité politique, instrumentalise à son tour Jeanne pour symboliser l'alliance du trône et de l'autel. Le XIXe siècle est le siècle de Jeanne d'Arc. L'essor des recherches historiques, l'apparition du romantisme, le développement du patriotisme, le renouveau catholique contribuent à cette popularité. On le sait, c'est la Troisième République qui constitue le moment phare des controverses joanniques, qu'elle exprime et qu'elle renforce. De grands noms se confrontent à Jeanne et autour de Jeanne. Des politiques comme Vallon, Fabre, Gambetta et bien d'autres. Pour les uns, la Jeanne de Jaurès. Pour les autres, la Jeanne de Barès. D'un côté, Jeanne et les ligues fascistes, de l'autre, Jeanne du Front populaire. Puis, ce sera Jeanne à Vichy, instrumentalisée contre les Anglais, mais aussi Jeanne à Londres, symbole de la résistance. Les écrivains ne sont pas en reste. Péguy, Claudel, Bernanos, Brecht, Bernard Shaw, Aragon, Malraux. Enfin, l'extrême droite tente goulûment d'en faire sa référence, y compris jusqu'au début même de ce mois de mai, où, habituée à se servir de Jeanne pour ressasser le thème du déclin de la France et de la nécessité d'un sauveur, elle cherche à utiliser Jeanne d'Arc afin de trancher finalement une querelle politico-familiale. Ces controverses incessantes et diverses constituent ce que j'appelle le paradoxe de Jeanne. Alors qu'elle devrait être le symbole même de l'unité nationale, les procès autour d'elle portent souvent le témoignage de nos divisions. Aux deux procès en condamnation et en révision dont Jeanne a fait l'objet, sans oublier celui de sa béatification, aux nombreuses controverses dont elle a été le centre, il faudrait ajouter une autre catégorie pour cerner tout le halo joannique. Je veux parler de la catégorie des affabulateurs. Depuis des siècles, en effet, les affabulateurs n'ont pas manqué. En vérité, la vie de Jeanne, désormais, est connue autant qu'elle peut l'être, grâce au remarquable travail des historiens. Il n'existe quasiment plus de mystère concernant sa vie, sauf évidemment son essentielle dimension mystique. Ça n'empêche pas les interrogations récurrentes de pseudo-spécialistes concernant son sexe, son origine familiale, la réalité de sa mort, qui constituent autant de fariboles et d'attrape-gogo. Selon ceux qu'on appelle les bâtardisants, Jeanne aurait été la fille adultérine de la reine Isabeau de Bavière. Pensez donc, des paysans n'auraient pas pu donner naissance à une héroïne nationale. Les survivistes, eux, voudraient démontrer que Jeanne a survécu au bûcher, qu'elle s'est en réalité mariée et qu'elle est même devenue mère de famille. À partir des années 1950, ces deux écoles se rejoignent dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est parce qu'elle serait d'origine royale que Jeanne aurait pu survivre sous l'identité de Claude des Armoises. Au passage, on en fait la maîtresse de Baudricourt, de Dunois, de Xaintrailles, ce qui permet de la repeindre en débauchée, alors même que cette accusation n'avait pas été retenue par les charitables juges de Rouen. À ce cortège d'affabulateurs, il faut enfin ajouter, dans un genre très différent, la longue liste de ceux qui, pour des raisons diverses, voudraient tirer à eux cette personnalité extraordinaire et connue mondialement. Car je peux personnellement témoigner qu'avec sans doute Napoléon et le général de Gaulle, Jeanne d'Arc est la personnalité française la plus connue dans le monde, de Pékin à New Delhi, de Brasilia à Berlin, de Moscou à Washington,
et de Londres à Canberra ou Bamako. En France même, en tout cas, le fait est là. Depuis 1429, à des degrés divers, beaucoup, qu'ils soient anonymes, célèbres ou entre les deux, n'ont jamais cessé de vouloir s'approprier Jeanne en lui donnant les couleurs de leur propre pensée, en l'éclairant à la lumière de leurs propres préoccupations, en lui faisant vivre leur propre actualité. Jeanne, de ce fait, se retrouve au cœur de quasiment tous les conflits et épisodes qui ont marqué notre histoire. Jeanne, qui ne manquait pas de répartie et même d'humour, les minutes de son procès l'attestent, aurait certainement trouvé les mots justes pour qualifier ces surgeons contradictoires présentés naturellement par leurs responsables au nom de l'unité indispensable de la France. Mais reconnaissons que le citoyen téléspectateur, lui, pourrait se trouver légèrement décontenancé devant tant d'interprétations différentes qui se traduisent, y compris en ce mois de mai 2016, par des manifestations et des commémorations extrêmement diverses. Au point qu'il pourrait se poser la question, certes pas aujourd'hui, mais en d'autres occasions, qui célèbre-t-on vraiment? La personnalité célébrée, c'est-à-dire Jeanne d'Arc, ou la personnalité célébrante? Il est permis parfois d'hésiter. Pour ma part, je pense que des admirateurs et amis véritables de Jeanne pourraient s'en tenir à une position simple. Jeanne, chers amis, est universelle. Celles et ceux qui cherchent à l'enrôler sous leur bannière endossent un vêtement un peu large pour eux. Mais surtout, ils n'ont probablement pas compris la nature profonde de Jeanne. Car par son message même, non seulement elle ne peut appartenir à personne, mais elle est universelle. Jeanne est fille de laboureur, oui, mais c'est au roi qu'elle s'adresse avec respect à Chinon. Elle ne peut donc être assimilée, pour employer des termes actuels, ni à la victoire des couches populaires, ni à la défense de l'establishment. Jeanne est femme, oui, mais elle est aussi chef de guerre. Jeanne est victime, ô combien, mais la vigueur de sa défense lors du premier procès et la tenue du second empêchent, au regard de l'histoire, que la victoire finalement revienne à l'oppresseur. Jeanne est patriote, oui, mais au XVe siècle, la nation n'existe pas. Jeanne est catholique, profondément, assurément, mais condamnée par l'Église et brûlée par elle. Jeanne incarne chacun de ces termes, fussent-ils contradictoires, mais elle ne se résume à aucun d'eux. C'est en cela qu'elle est si humaine, si fragile et si forte, si bouleversante, et qu'elle ne peut être confisquée par aucun espace, par aucun temps, par aucune école de pensée. Jeanne porte en elle une part de nous tous, elle est une mémoire de nous tous, elle parle à chacun de nous tous. Elle invite à une réflexion sur notre histoire et sur nous-mêmes. Oui, Jeanne est universelle. À condition, bien sûr, que nous sachions l'écouter. L'écouter, par exemple, à travers les mots employés par deux grands écrivains de nationalités différentes. L'Américain Mark Twain, en 1895, dans le roman de Jeanne d'Arc, je cite, « Si vous prenez l'amour, la pitié, la charité, le courage, la guerre, la paix, la poésie, la musique, que sais-je encore, vous trouvez maintes personnes des deux sexes pour les symboliser. Mais si vous prenez l'amour de la patrie, alors une fragile jeune fille, dans sa prime jeunesse,
la tête ceinte de la couronne du martyr, la main serrant l'épée qui lui servit à trancher les liens qui retenaient son pays sous le joug de la servitude, détient seul le droit de la symboliser jusqu'à la fin des temps. Et enfin, Michelet, dans le 5e tome de son Histoire de France, qui en parle mieux que quiconque. Je cite, « Pour la première fois, la France est aimée comme une personne et elle devient telle du jour qu'elle est aimée. Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes et du sang qu'elle a donné pour nous. Voilà pourquoi c'est un honneur aujourd'hui, et ce sera toujours un honneur, de pouvoir accompagner respectueusement et tendrement Jeanne d'Arc, l'héroïne universelle de Rouen.